Bien, alors donc, après la présentation générale du design pattern d'une manière générale, de la classification Goff, alors comme je disais, donc on va commencer à étudier quelques design patterns, les design patterns les plus importants si vous voulez. On va commencer par étudier le pattern stratégie, celui-là. Alors donc, je vais commencer à définir d'abord le pattern stratégie. Et donc, à partir de la définition, sans doute, vous allez voir que c'est pas facile à comprendre. Et après, avec les explications, en fait, les petits détails, donc, vous arriverez à comprendre. Alors, donc, le pattern stratégie, donc, déjà, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Donc, c'est un pattern qui permet, c'est un pattern qui permet de définir une famille d'algorithmes. Alors, il y a déjà quelque chose ici qui s'appelle famille d'algorithmes et encapsuler chacun et les rendre interchangeables, tout en assurant que chaque algorithme puisse évoluer indépendamment des clients qui les utilisent, qui l'utilisent. Alors, je suis sûr que vous n'avez rien compris. C'est certain, monsieur. Alors, si vous me dites, vous avez compris. Alors, vous voyez donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup en fait, un langage un peu très soutenu qu'il faut comprendre. Alors, on va expliquer partie par partie. Alors, d'abord, il faut comprendre dans l'ingénierie d'abord logicielle, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Une famille d'algorithmes. Donc, une famille d'algorithmes, c'est un ensemble d'algorithmes qui font la même chose, qui permettent de faire la même chose, mais de manière différente. Je vous donne un exemple. Un exemple, par exemple, pour trier, par exemple, un tableau. Trier un tableau. Alors, pour trier un tableau, donc, il existe plusieurs algorithmes qui permettent de trier. Bon, il existe plusieurs méthodes de tri, si vous voulez, d'algorithmes. Alors, vous pouvez, par exemple, dire, euh, j'ai l'algorithme tri, par exemple, fusion. Tri par fusion, par exemple, c'est un algorithme qui permet de trier. J'ai l'algorithme tri rapide, par exemple, tri par exemple bulle, c'est un autre algorithme qui permet de trier, etc. J'ai tri rapide. Alors pour trier un tableau, il existe plusieurs algorithmes, plusieurs façons, plusieurs méthodes de tri. Alors, euh, j'ai ici une classe qui s'appelle trifusion dans laquelle j'ai la méthode trier. Dans tribule, j'ai la méthode trier. Et dans la même chose, dans très rapide, j'ai la méthode trier. Alors vous voyez ici, donc j'ai trois versions de la méthode trier. Et j'ai trois façons, trois algorithmes triés. Donc trois algorithmes qui font la même chose. Donc on va leur donner un tableau, ils vont le trier. Alors on peut dire que ça, c'est quoi en fait déjà ça, c'est une famille d'algorithmes. Alors c'est quoi une famille d'algorithmes? C'est un ensemble d'algorithmes qui font la même chose, mais de manière différente.
Alors, si on regarde un peu la différence entre trait fusion et trait bulle et trait rapide, alors sans doute on va trouver qu'il y a un qui est plus rapide que l'autre dans un contexte et un autre il est mieux que l'autre dans un autre contexte. Ça dépend. Est-ce qu'on a une grande quantité de données ou est-ce qu'on a une petite quantité, etc. Donc, alors, ça c'est une famille d'algorithmes. C'est comme si vous dites par exemple compresser des données. Et après, pour compresser des données, il existe plusieurs techniques, plusieurs algorithmes, plusieurs versions, plusieurs méthodes. Et chaque méthode, on définit un algorithme, par exemple, pour compresser. Alors, toutes ces méthodes-là, de tri, si vous voulez, définissent ce qu'on appelle une famille d'algorithmes. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est clair? C'est quoi une famille d'algorithmes? Oui, c'est clair, monsieur. Alors, la deuxième, c'est encapsuler chacun. Monsieur. Alors, encapsuler chacun. Monsieur. Oui? Oui? Vous avez une question? Et je voulais juste dire, donc, une famille d'algorithmes, c'est un ensemble d'algorithmes qui ont à peu près le même objectif. Oui, qui ont le même objectif, mais chacun le fait de façon différente. C'est 3 versions, c'est 4 versions. Par exemple, si vous dites plusieurs versions d'un même algorithme qui utilisent des méthodes différentes. Alors, le deuxième point, c'est encapsuler chacun. Alors, encapsuler chacun. Ça veut dire quoi, encapsuler chacun? Ça veut dire que chaque algorithme, par exemple la méthode trier, on va l'encapsuler dans une classe séparée. C'est-à-dire que je vais créer une classe trifusion dans laquelle je vais mettre la méthode trier. Je crée une classe tribule dans laquelle je mets la méthode trier. Très rapide, je crée la méthode trier. Alors, dans ce cas-là, ici, qu'est-ce qui se passe? Chaque algorithme, vous voyez, donc chaque algorithme, chaque méthode, il est encapsulé. Encapsulé, ça veut dire que on trouve une méthode dans une classe séparée. Alors, quand vous dites encapsuler une méthode, encapsuler un algorithme, c'est-à-dire le séparer dans une classe séparée. Est-ce que c'est clair? Le deuxième point. Oui, monsieur. Ok. Alors, troisième, c'est les rendre interchangeables. Alors maintenant, pour vous expliquer rendre interchangeable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application qui va utiliser ces algorithmes-là, c'est qu'à un moment donné, il peut utiliser cette version, trait fusion, mais à un autre instant donné, il peut utiliser trait bulle, et après il peut utiliser trait rapide, etc. Donc, c'est-à-dire interchangeable, ça veut dire que l'application, c'est pour donner la possibilité à l'application, à n'importe quel moment donné, il peut utiliser cette version, ou bien l'autre. C'est-à-dire, il peut interchanger ces algorithmes. Alors, pour cela, alors toutes ces classes que vous voyez ici, ils vont implémenter une interface commune. Alors, qu'on va créer, qu'on va appeler eTree, par exemple. eTree. Dans laquelle on va déclarer une méthode qu'on va appeler trier. Alors ici, donc, c'est une interface. Et après, toutes ces classes-là vont implémenter cette interface. Alors maintenant, ce que nous avons ici, alors tout ça, c'est une famille d'algorithmes. Ça, famille d'algorithmes. Alors, famille d'algorithmes, c'est un ensemble d'algorithmes qui font la même chose, mais de manière différente. Et généralement, cette famille d'algorithmes, chaque version de l'algorithme, il est encapsulé dans une classe séparée. Et toutes ces classes-là vont implémenter une interface commune. Alors maintenant, ça c'est une famille d'algorithmes. Et après, maintenant, l'application, le client, qui va utiliser ces algorithmes, ce qu'on va appeler client. En fait, c'est la classe cliente ou bien c'est
la classe qui va utiliser ces algorithmes-là. C'est-à-dire que je veux créer une application, un client, qui va utiliser cette méthode trier. Alors maintenant, la classe client, il va dépendre de cette interface avec une relation A1. Ça veut dire que la classe client, elle est liée à l'interface, ce qui signifie tout simplement que dans la classe client, on va déclarer un objet tree de type cette interface, iTree. Ce qui signifie que la classe client, il peut fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. On est toujours dans le principe du couplage. C'est quel couplage? Faible. Très bien, c'est couplage faible. Je dépends d'une interface. C'est le couplage faible. Ça veut dire que à un moment donné, à un instant donné, l'application cliente, il va utiliser la Trifusion. Il peut utiliser cette version. Dans un autre instant donné, il peut utiliser très bulle ou bien très rapide. C'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire que c'est ça, les rendre interchangeables. Alors rendre interchangeables ces algorithmes, interchangeables, ça veut dire quoi rendre interchangeable? Ça veut dire qu'à un moment donné, la classe cliente, il peut utiliser à un moment donné cette version, on peut injecter cette version. Dans un autre instant donné, je peux échanger cette version-là avec celle-là. Et à un autre instant donné, je peux utiliser l'autre. Alors bien sûr, pour que mes algorithmes soient interchangeables, ben, je n'ai la condition. La condition, c'est qu'ils doivent implémenter une interface commune. Et justement, le fait qu'ils implémentent une interface commune, ça veut dire que l'application qui va utiliser les algorithmes, il ne connaît pas les classes, il connaît que l'interface. Donc le fait de dépendre de l'interface, ça veut dire que la classe cliente peut fonctionner avec n'importe quelle implémentation de cette interface. Alors c'est ça, les rendre interchangeables. Alors c'est comme si par exemple vous êtes, vous dites, vous voulez écrire, enfin, je sais pas, je prends n'importe quoi. Allez, vous voulez écrire par exemple sur votre cahier, vous voulez écrire vous voulez prendre des notes, et après vous avez par exemple vous avez trois stylos, d'accord? Bon, trois stylos avec des couleurs différentes, trois stylos, ok? Je sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, vous avez trois stylos, je n'ai qu'un seul ici. Alors, vous avez trois stylos. Alors, trois stylos avec des couleurs différentes, avec bon, des formes différentes. Mais regardez, ces trois stylos-là, ça représente quoi? Ça représente une famille. Une famille d'algorithmes, en quelque sorte. Alors, pour vous, le stylo, c'est... Mais c'est quoi l'objectif d'un stylo? C'est écrire. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle que soit la manière que le stylo utilise, bah, au final, ça permet d'écrire. Donc, par exemple, ici, dans notre cas, nous avons, par exemple, trier. OK? Alors maintenant, vous avez une famille d'algorithmes, de stylos, mais quand vous allez les utiliser, vous êtes le client. Vous êtes le client, donc là, vous êtes le client qui va utiliser, vous avez trois stylos. Alors ces stylos-là, ils sont interchangeables. Ça veut dire quoi interchangeable? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez prendre le premier stylo, vous allez commencer à écrire. Dans un autre instant donné, vous déposez celui-là et vous prenez l'autre. Et vous continuez à écrire. Alors vous pouvez dire que ces stylos-là, ils sont interchangeables. C'est-à-dire moi, à n'importe quel moment donné, je peux utiliser l'un ou l'autre. Ben, pour écrire, ben, c'est quoi la différence? C'est que chacun écrit d'une façon différente, en quelque sorte. Mais bien sûr, pour que je puisse utiliser ces stylos-là, pour que je puisse utiliser ces stylos-là, pour qu'ils soient interchangeables,
ben, il doit implémenter une interface commune. Une interface commune. Ça veut dire quoi, implémenter une interface commune? Ça veut dire que tous les stylos, ils doivent avoir la même forme. Alors si par exemple j'ai des stylos c'est-à-dire qui implémentent l'interface tout simplement stylo, c'est des stylos, c'est-à-dire tous ces objets-là, c'est des stylos. Et bien tout simplement pour moi, tout ce que je sais, donc je connais l'interface. Du moment que je veux utiliser un stylo, alors n'importe quel stylo que je prends, il remplit la fonction. Alors ici, donc c'est quoi ça? J'ai ici une famille de stylos qui sont interchangeables. Alors, ils sont interchangeables. Donc ici, vous voyez donc ces algorithmes-là, ils sont interchangeables. Ça veut dire que l'application cliente, il peut à n'importe quel moment donné utiliser une version ou l'autre. Et après la dernière partie de la phrase, en assurant que chaque algorithme puisse évoluer indépendamment des clients qui les utilisent. Alors ça signifie quoi ça? Ça signifie que à n'importe quel moment donné, cet algorithme tree, je peux toujours créer une nouvelle version. Je peux par exemple créer une version tree n'importe laquelle, je l'appelle f, dans lequel je vais créer encore la méthode trier. Ben, il suffit d'implémenter cette interface. Donc vous voyez, donc c'est quoi ça? Ces algorithmes, ils évoluent. C'est-à-dire à n'importe quel moment donné, je peux ajouter de nouvelles versions, de nouvelles implémentations. Donc ces algorithmes, du moment qu'ils implémentent une interface, c'est qu'à n'importe quel moment donné, je peux ajouter de nouvelles implémentations. Alors on dit que donc ces algorithmes évoluent. Ça veut dire quoi évoluer? Évoluer, ça veut dire on crée des nouvelles versions. Parce qu'on améliore, on crée à chaque fois une nouvelle version, c'est-à-dire on crée une autre façon de trier. Donc c'est de nouvelles implémentations indépendamment des clients qui les utilisent. Et c'est quoi bon, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version qu'on ajoute, une nouvelle implémentation, je n'ai pas besoin de modifier le code source de la classe cliente. Donc je peux ajouter de nouvelles implémentations, c'est que le client, il peut utiliser les nouvelles implémentations sans avoir besoin de modifier le code source. Alors comment? Par quoi? Parce que le client, il est lié à l'interface. C'est-à-dire, il dépend de l'interface, il ne dépend pas des implémentations. Donc vous voyez ici, donc c'est ça la signification. Alors je reprends la phrase. Donc le pattern stratégie définit une famille d'algorithmes, encapsuler chacun. Chaque algorithme est encapsulé dans une classe et les rendre interchangeables. Ça veut dire que ces algorithmes implémentent une interface commune. Le fait qu'ils implémentent une interface commune, ça veut dire que le client qui va utiliser ces algorithmes, il peut les interchanger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut utiliser l'un ou l'autre, en assurant que chaque algorithme peut évoluer, c'est-à-dire on peut créer de nouvelles versions, indépendamment des clients qui les utilisent. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle version, je n'ai pas besoin de modifier le code source de l'application client. Donc c'est-à-dire c'est un système tout simplement ouvert à l'extension, extensible. Est-ce que vous avez compris la définition? Oui, monsieur. Alors, vous voyez donc une définition comme ça, c'est très difficile à comprendre, mais avec des petits détails. Alors ici, si vous faites ça, c'est que quand vous voyez donc ce diagramme que nous avons créé, et bien, tout simplement c'est ça le pattern stratégie. Donc le pattern stratégie, c'est ça. Donc le pattern stratégie définit une interface qui s'appelle stratégie. Généralement, on peut l'appeler comme on veut. Dans cette interface, il y a une seule méthode. Pas plus.
Parce que si vous mettez plusieurs méthodes dans l'interface, ce n'est plus le pattern stratégie, c'est autre chose. Parce qu'après, on va voir, il y a d'autres design patterns. Donc, le pattern stratégie, il s'intéresse à un algorithme, à une méthode. Comment? C'est-à-dire créer une famille d'algorithmes. Donc, dans l'interface, il y a une seule méthode. Il y a plusieurs implémentations de cette interface. Chaque implémentation représente une version de l'algorithme, ce qui permet de définir une famille d'algorithmes. Et après, l'application qui va utiliser ces algorithmes, il va dépendre tout simplement de l'interface. Ce qui permet, en fait, l'application qui utilise les algorithmes, c'est ce qu'on appelle le contexte. Le client qui les utilise, c'est le contexte. Donc, ça veut dire, pourquoi on l'appelle contexte? Parce que, en fait, contexte, il est lié à l'interface stratégie. Donc, dans l'application contexte, j'ai besoin d'exécuter une opération qui s'appelle effectuer stratégie. Donc, pour effectuer une stratégie, j'ai besoin de faire appel à cette méthode opération stratégie. Mais laquelle? Est-ce que je vais appeler cette version, ou bien cette version, ou bien cette version? Eh bien, ça dépend du contexte. Alors, par exemple, c'est-à-dire que l'application cliente, il va choisir la bonne version en fonction du contexte de l'application. Donc, ça, c'est l'application cliente qui utilise. Donc, ça, c'est le diagramme de classe qui définit le pattern stratégie. Notez bien que dans le pattern stratégie, vous avez ici une relation à 1, mais j'ai plusieurs. Parce que si vous avez plusieurs, ça va être un autre design pattern qu'on va voir. Oui, monsieur, c'est clair, monsieur. Parfait. Alors, maintenant, alors ici, donc le pattern stratégie, c'est un pattern qui est présent quasiment partout, enfin dans tous les logiciels. Alors, je vais vous donner quelques exemples et après, on va passer à un exemple d'implémentation. Alors, donc, si on essaie de regarder des exemples, supposons, je vous donne un exemple, supposons un logiciel comme par exemple Microsoft Word que vous utilisez depuis très longtemps. Alors, vous savez, c'est-à-dire Microsoft, quand il a créé par exemple le logiciel Microsoft Word, bah, on imagine, bah, si c'était une application qui n'utilise pas les design patterns, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, il va créer une seule classe dans laquelle il met toutes les opérations du logiciel. Ben, sans doute, dans le logiciel Word, vous avez des opérations. Vous avez par exemple la méthode de, par exemple, open, ouvrir, pour ouvrir un fichier. Et vous avez par exemple la méthode qui permet d'enregistrer le fichier, le document. Et par exemple, j'ai etc. Print, par exemple, etc. Alors, si vous regardez bien, la classe Word, le logiciel, donc dans toutes les versions de Word que vous avez toujours les opérations ouvrir un fichier, sauvegarder un fichier, imprimer un fichier. Bon, ça c'est des opérations. Alors maintenant, il se trouve que par exemple, si je prends le cas d'open, ouvrir fichier, alors quand j'ouvre un fichier, ben, il existe plusieurs formats de fichiers. Alors avec Word, je peux ouvrir un fichier texte, un fichier docx, un fichier doc, un fichier tel. Il y a différents formats de fichiers que vous pouvez ouvrir, n'est-ce pas? Mais il se trouve que pour chaque format, la manière avec laquelle on lit un fichier docx, parce qu'un fichier docx de base c'est un fichier XML, et un fichier doc ancien, c'est un document binaire. Donc, c'est-à-dire quand j'utilise Open pour ouvrir un fichier, alors pour chaque format de fichier, je vais utiliser un algorithme différent. L'objectif, c'est quoi? C'est d'ouvrir le fichier. Mais pour l'ouvrir, on ne va pas lire un fichier docx de la même manière avec laquelle je lis le document doc par exemple. Parce que c'est de versions différentes. Alors, maintenant, si vous voulez faire une implémentation, c'est-à-dire dans la méthode Open, vous voulez prendre en considération tous les formats possibles, alors sans doute vous allez imaginer un peu le code. Vous allez trouver à l'intérieur de la méthode d'opération, vous allez trouver quelque chose comme ça. If, n'est-ce pas? Alors if par exemple, si c'est le format par exemple doc, voilà, j'ai créé le code. Else, if,
Si c'est un fichier, par exemple, .docx, parce que c'est un autre format différent, vous allez trouver encore une autre. Bon, vous savez, donc ça, c'est la première version de l'algorithme. C'est la version qui permet d'ouvrir un fichier, ça, c'est format doc. Et vous avez la deuxième version de l'algorithme qui permet d'ouvrir un fichier docx, etc. Alors, regardez bien ce code. Si par exemple, les gens qui ont développé Microsoft Word, ils ont écrit le code comme ça. Alors, c'est quoi le problème qui va être posé? Le problème qui va être posé, c'est que par exemple, quand il y a une nouvelle version de Word, supposons qu'il y a un nouveau format, on voudrait ouvrir par exemple un fichier, un nouveau format qui est créé de fichier, et je voudrais que la nouvelle version prenne en considération le nouveau format. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on est obligé de modifier le code source de cette méthode, parce qu'il va falloir ajouter encore else if, vous prenez encore le nouveau format, etc. Et du coup, donc, vous allez trouver dans votre logiciel, chaque méthode, vous allez trouver if ça, voilà la version 1 de l'algorithme. Else if, j'utilise la version 2. Else if, j'utilise la version 3, etc., etc. Et ça, c'est très mauvais. Donc, avec ça, vous avez une application qui est ouverte à la modification. Alors, donc, vous voyez ici, quand vous faites la programmation, d'une manière générale, vous tombez dans ces erreurs. Vous trouverez souvent facilement des codes comme ça. If, else, if, else, if, else, if. Généralement, quand vous commencez à trouver dans une méthode quelque chose comme ça, if, else, if, else, if, else, if, et vous savez également qu'il se peut qu'il y aura d'autres cas d'ici l'année prochaine, peut-être il y a de nouveaux cas, il faut s'arrêter. Vous dire ça, c'est une mauvaise programmation. Alors, c'est quoi la solution? Là, on va penser au pattern stratégie. Donc, le pattern stratégie, il va nous permettre de résoudre ce problème. Au lieu d'avoir dans une méthode du code comme ça, if, else, if, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la méthode open, c'est une méthode qui va changer dans le temps. Il existe plusieurs versions de open. Pour chaque format, donc j'ai une version d'algorithme. Et je sais également que dans le futur, il se peut qu'il y ait de nouvelles versions qui vont s'ajouter, de nouveaux formats qui vont s'ajouter, etc. Alors dans ce cas-là, on va appliquer l'algorithme stratégie, plutôt le pattern stratégie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit stratégie? Il nous dit d'abord, il faut définir une famille d'algorithmes. Donc je vais créer, tout simplement, je vais créer une interface, je vais lier mon logiciel à une interface que je vais appeler eOpen. C'est une interface dans laquelle je vais définir ou bien déclarer une méthode open. Alors ensuite, je vais définir une famille d'algorithmes. C'est quoi cette famille d'algorithmes? Tout simplement, je vais créer plusieurs implémentations. Alors par exemple, open, une classe que je vais appeler opendoc. Donc ici opendoc, dans laquelle je vais implémenter la méthode open. Et je vais créer également une autre classe open docx. Etc. Tous les formats de fichiers, chaque format de fichier que vous voyez dans etc., vous voulez créer une classe séparée dans laquelle vous mettez la version de l'algorithme qui va être utilisé pour ouvrir ce genre de fichier. Ok. Alors ici, vous avez une relation A1. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette méthode? C'est-à-dire ça, c'est V1, ce code-là, c'est celui que vous mettez ici, encapsulé. Ce code-là, V2, c'est celui que vous mettez ici. V3, chaque version, tout simplement, vous l'encapsulez dans un fichier séparé. Et du coup, donc, quand j'appelle, si je regarde ici la méthode open dans mon logiciel, ici,
Alors, public void open. Alors ici, donc, je sais très bien que ici, je suis lié à une interface. Donc, ça veut dire que j'ai ici un objet O de quel type? De type iOpen. iOpen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette méthode-là? Cette méthode-là, il ne fait que appeler O.open. C'est-à-dire que quand j'appelle la méthode open de Word, elle-même, il va appeler la méthode open de cette interface. Et après, ça dépend du contexte. Si je suis dans un contexte docx, donc on va utiliser cette version. Si je suis dans un autre contexte, je vais utiliser cette version. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que maintenant, quand il y aura une nouvelle version de fichier, etc., je ne vais pas modifier le code source dans mon logiciel. Eh ben, je vais ajouter une nouvelle version. Par exemple, vous créez une autre classe OpenTXT dans laquelle je définis la méthode open. Hop là. Donc, vous voyez donc le logiciel, vous voyez donc depuis la version 1 de Word jusqu'à cette version que vous voyez maintenant, ben, il y a des implémentations qui s'ajoutent. À chaque fois, il y a des nouvelles implémentations. Mais est-ce qu'on modifie le code source des anciennes? Non, on ne touche pas. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Quand il y a une nouvelle version, on crée une nouvelle classe, on encapsule une méthode, on implémente l'interface. Mon logiciel, il peut utiliser la nouvelle version. Donc, je n'ai pas besoin de retoucher le code source de mon application de base, qui est celui-là. Mais monsieur, Oui. mais à ce moment, à quel moment on lui dit à Word, par exemple, d'aller plutôt vers OpenDoc ou bien OpenDocX, ou bien c'est lui-même qui décide tout seul? Alors justement, ça dépend des applications. Alors maintenant, il y a par exemple dans un logiciel comme Word, à quel moment on va dire? Eh bien, tout simplement quand on va ouvrir le fichier, quand l'utilisateur va sélectionner le fichier, on détecte l'extension, d'accord? Et quand on détecte l'extension, on va injecter cette version dans cet D'accord. objet, on utilise. Et quand je sélectionne l'autre version, on va injecter cette version et on l'utilise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, c'est en Oui. fonction du contexte. Alors ça, c'est pour le cas de Word, c'est à ce moment-là qu'on décide. Mais si par exemple, si c'est un jeu ou d'aventure ou des trucs comme ça dépend du contexte de l'application. C'est-à-dire, l'application, elle est dans un état et après, il peut décider ce qu'elle va utiliser cette version ou cette version. Est-ce que Oui, c'est c'est clair? clair. Alors, vous voyez, imaginez, donc ça c'est open. On fait la même chose pour save. Donc finalement, pour save, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la même chose. On définit une interface qu'on va appeler eSave. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive à ce stylo-là. C'est une Le interface. style n'est pas bien implémenté. Comment? Le Le stylo n'est style pas bien appelé. d'implémentation n'est pas bien, monsieur. Oui. Alors, donc j'ai la méthode de l'interface eSave et je crée plusieurs implémentations. Save docx, save doc, etc. Et j'ai ici la méthode save. Vous imaginez, vous voyez donc, dans mon logiciel, il est lié à combien d'interfaces? Il y a beaucoup d'interfaces et beaucoup d'implémentations. Donc au lieu d'avoir une seule classe dans mon logiciel, finalement j'ai... Mais pourquoi? Donc c'est-à-dire j'ai une explosion d'interfaces et d'implémentations. Alors tout ça c'est pourquoi? C'est pour créer une application qui évolue facilement.
Donc, ça, donc ici, nous avons appliqué le pattern stratégie combien de fois? Deux fois pour le Deux moment. fois. Voilà un stratégie ici. Et ça, c'est une deuxième stratégie. Alors, ça veut dire quoi le terme stratégie? C'est-à-dire, j'applique une opération. Quand j'appelle open, je vais appliquer, j'appelle open, mais en utilisant quelle stratégie? J'ouvre le fichier en utilisant quelle stratégie? Soit donc la stratégie doc ou bien la stratégie doc X. Ça, c'est l'idée principale. Donc, j'ouvre le fichier, mais en utilisant cette stratégie ou bien celle-là. Donc, en fonction de quoi? En fonction du contexte. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors après, on va trouver des exemples. Par exemple, dans un jeu d'aventure, vous trouverez par exemple un élément personnage, une classe personnage par exemple, dans lequel vous avez par exemple une méthode combattre. Bon, c'est un personnage qui va combattre, vous savez, les jeux d'aventure, combattre. Mais vous savez, combattre, quand vous faites dans un jeu d'aventure, combattre, vous avez votre personnage, il va combattre. Mais il va combattre en utilisant, pour combattre, il existe plusieurs stratégies, n'est-ce pas? Donc on va combattre en utilisant une stratégie combat. Stratégie combat. Et ça, c'est une interface. Et après, ici, j'ai la méthode combattre. Et après, je vais implémenter, je vais créer plusieurs stratégies. Par exemple, combattre en utilisant par exemple arc et flèche. Arc et flèche. Ici, je vais utiliser par exemple poignard. Et là, j'ai combattre. Et là, j'ai combattre. Donc, vous voyez, donc, quand le personnage combat, il peut utiliser un algorithme. Mais lequel? Quel algorithme? Quelle technique qu'il va utiliser? Soit celle-là, soit celle-là. Soit la technique en utilisant l'arc et flèche, soit la technique en utilisant le poignard, par exemple. Et du coup, donc, en fonction du contexte. Alors, le personnage, il évolue, il a un état, il a un contexte. En fonction de l'état et de l'environnement, il va décider d'interchanger. À un moment donné, il va utiliser cette technique. À un autre moment donné, il va utiliser cette technique. Bon, et après, donc, quand il y a des nouvelles versions, il suffit d'ajouter de nouvelles stratégies. Et après, on implémente et ça part. Alors ça, c'est en fait des exemples pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors, il n'y aura pas de... En fait, c'est-à-dire au niveau de l'appel, alors, écoutez, il n'y a pas mieux qu'une implémentation pour vous montrer un peu l'exemple. Je vais créer un projet, un simple projet Java, alors que je vais appeler par exemple design pattern. Design pattern. Je crée un simple projet Java, projet Maven ou projet Java, peu importe. Simple projet Java, projet Maven. Alors, dans ce projet-là, donc je vais créer une classe. Une classe, supposons que vous avez la classe contexte. Alors, dans la classe contexte, vous avez une méthode. Effectuer par exemple, effectuer stratégie. Effectuer opération.
Alors, supposons dans cette méthode effectuer opération, vous avez quelque chose de plus simple. Vous avez une seule façon de faire. Ben, vous dites, pour moi, effectuer opération, c'est ça. Je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça. Vous voyez, donc ça, c'est les différentes parties de l'algorithme. Ici, je fais que l'affichage. Et après, à la fin, je fais ça. Par exemple, cet algorithme avec 3 étapes. Alors, donc ça, c'est quelque chose de plus simple. Après, vous arrivez à l'application. Vous voulez utiliser donc, l'application, la classe context. Vous faites context égale new context. Vous instanciez la classe context. Et après, vous appelez tout simplement context point effectuer opération. Alors, sans doute, ça, c'est une simple application orientée objet. Si vous l'exécutez, donc ça va vous afficher ça. Donc, vous avez appelé une opération. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème maintenant, c'est que dans votre opération, vous avez plusieurs éventualités. Ben, vous allez dire if, vous allez penser à ajouter ici par exemple, un attribut, par exemple type. Et après, vous allez commencer à dire if type égale à 1, if type égale à 1, je vais faire ça. Alors ça, c'est, je vais mettre stratégie 1. Stratégie 1. Alors, else if, s'il est égal à 2, je vais mettre ici stratégie 2. C'est-à-dire là, c'est différent. Une autre façon de faire, else if égale à 3. Stratégie 3. Et après la stratégie par défaut, else. Alors je vais l'appeler else. Il n'y a pas de if. Else. Je vais l'appeler stratégie par défaut. Alors ici, donc vous commencez à programmer comme ça. Alors quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui n'est pas très professionnel dans la programmation, souvent, qui n'a pas beaucoup d'expérience, dans la majorité des cas, ben, c'est comme ça qu'on pense. C'est à quelqu'un qui apprend la programmation, pour lui, quand j'appelle la méthode, ici, donc il lui reste quelque chose, une accolade peut-être, oui, ou un point virgule. Alors ça c'est... Ah, il y a une accolade en plus. Voilà. Alors, donc dans mon application, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais dire effectuer opération avec le type égal à 1. J'exécute. Ben, il m'affiche stratégie 1. Et après, à un autre instant donné, je vais lui dire, vous voyez donc mon contexte, il va dire je veux effectuer l'opération mais avec la stratégie numéro 2. J'exécute, vous voyez, au départ il a fait ça, il a appliqué donc la stratégie numéro 1, après il a appliqué la stratégie numéro 2, et après ainsi de suite. Vous voyez donc, mon programme il peut évoluer comme ça, la stratégie numéro 3. Et après, si je lui donne quelque chose qui n'existe pas, par exemple, je lui dis la stratégie numéro 7, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la stratégie par
par défaut. Alors jusque-là, est-ce que vous avez compris maintenant ça? Oui, monsieur. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Si vous travaillez comme ça, c'est que vous avez une application qui est ouverte à la modification. C'est-à-dire que, supposons l'année prochaine, on décide d'ajouter une nouvelle stratégie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on sera obligé d'ouvrir le code source de cette application. On va dire encore else if. On va prendre encore else if. On va ajouter quelque chose, le code là. On va dire else if égale à 4. Ça, c'est la nouvelle version de l'algorithme. Je fais par exemple stratégie 4. Et comme ça, mon application, il peut utiliser la stratégie 4. Alors ça, c'est mauvais. Donc vous voyez, donc ça, c'est une application qui est ouverte à la modification. Donc, alors comment je peux éviter ce problème? Alors pour éviter le problème, le pattern stratégique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que dans une méthode, vous avez un algorithme. Alors dans votre algorithme, il faudrait identifier les parties qui changent, d'accord, dans l'algorithme, et les parties qui demeurent constantes. Alors si vous regardez ici, donc, ici les différentes stratégies. Alors qu'est-ce qui change d'une stratégie? Alors c'est cette partie-là. N'est-ce pas? Ça évolue. Je dis, cette partie-là, il existe plusieurs versions. Et après, il y a des parties qui ne changent pas dans l'algorithme. Qu'est-ce qui ne change pas? Par exemple, cette première partie, et celle-là, c'est la même chose pour toutes les stratégies. Alors maintenant, le pattern stratégique, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va tout simplement me permettre d'éliminer ce genre de code comme ça. CTRL X. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va tout simplement, le code qui change, on va l'extraire, on va l'encapsuler, on va le faire sortir à l'extérieur en utilisant, on va créer une interface qu'on va appeler iStrategy. On va l'appeler stratégie. C'est une interface dans laquelle je déclare une méthode void, par exemple, effectuer void opération. Et après, je vais maintenant, mon application ici, contexte, il est lié à l'interface. C'est-à-dire contexte, il est lié à cette interface stratégie. Donc, je vais déclarer un objet de type stratégie. Alors, stratégie. Alors, ici, donc, mon algorithme de base, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, la partie par exemple étoile, au départ, je vais la garder. Il change. Je dis que cette partie-là, quelle que soit la version, cette partie de l'algorithme ne change pas. OK? Mais la suite, c'est quelque chose qui change. Alors, ce qui change maintenant, je vais l'externaliser. Comment? Eh bien, j'appelle tout simplement l'objet stratégie.opération. Si vous voulez, on peut lui changer le nom. Je vais l'appeler opération stratégie. Donc, j'appelle opération stratégie. Donc, vous voyez, donc, effectuer stratégie. Donc, là, je n'ai plus besoin de spécifier le type. Le paramètre type, on n'en a plus besoin. Donc, quand j'appelle effectuer stratégie, lui, il va effectuer, il va commencer à faire ça. Ça, c'est commun. Et ensuite, il va faire ça, mais ça dépend du contexte. Donc, il va effectuer opération stratégie. Et après, à la fin, il va terminer avec ça, parce que c'est la même chose pour les autres, par exemple, ici. Toutes les stratégies. Alors, vous voyez donc le code là où il y a if, else, etc. Donc, je l'ai externalisé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc maintenant, on va définir la famille d'algorithmes. C'est-à-dire, nous avons ici la classe contexte qui est liée à l'interface, mais on va définir plusieurs implémentations.
Alors, pour définir plusieurs implémentations, je vais créer une classe que je vais appeler. Alors, je vais l'appeler stratégie implémentation 1. Implémente l'interface stratégie. Ça va m'obliger de redéfinir la méthode opération stratégie. Alors, ici, donc, je vais dire, maintenant, ça, c'est la stratégie numéro 1. Et pour moi, stratégie numéro 1, il va faire quelque chose comme ça. Ce qui est particulier, c'est que quand cette stratégie, il va faire ça. Et après, il va dire, ça, c'est stratégie 1. OK. Alors, je fais la même chose. Je vais créer d'autres. CTRL-C, CTRL-V. Stratégie implémentation 2. Il va mettre implémentation 2, mais il le fait d'une manière différente. Il va utiliser quelques points ici. Quelques points, et après il va dire, bon, mais cet algorithme-là, il commence d'abord par faire, par exemple, voilà, ça. Et ensuite, il termine par ça. Ça, c'est la deuxième stratégie, etc. CTRL-C, CTRL-V. Stratégie implémentation numéro 3. Ça, c'est la troisième version. Ça, c'est 3. Donc, on va supposer qu'ici, il va utiliser des trucs égaux. Voilà. Donc, vous voyez, donc je peux en ajouter autant que je veux. À n'importe quel moment donné, quand il y a une nouvelle version, je vais... Ça, c'est la notion encapsuler chacun. C'est-à-dire que chaque algorithme, il est encapsulé dans une méthode séparée. Alors maintenant, mon application qui va utiliser ça, il va l'utiliser comme ça. Alors juste ici, contexte. Alors là, vous avez un attribut stratégie de type qui est privé. Vous voyez, donc il n'est pas initialisé. Vous avez ici la valeur nulle. Pour cela, on aura besoin généralement d'avoir un setter. Set stratégie. Alors cette stratégie, il me permet à n'importe quel moment donné d'injecter quelle version de la stratégie que je vais utiliser. Alors dans mon application ici, je vais utiliser... Alors si j'utilise contexte.effectuer opération, alors sans doute ici, ça ne va pas marcher, il va vous afficher une exception null pointer exception. Alors pourquoi? Vous voyez, donc il commence à afficher, à travailler, parce que là, il rentre dans le code. Il commence à faire ça. Il commence à faire le travail. Mais quand il arrive là, il appelle opération stratégie, il trouve que l'objet stratégie n'est pas initialisé. On n'a pas choisi quelle stratégie qu'on va utiliser. On va effectuer l'opération, mais quelle stratégie? Non, on n'a pas initialisé. Donc c'est pour cela, mon application maintenant, il a besoin d'une méthode avec laquelle on va faire, soi-disant, ce que vous connaissez, c'est l'injection des dépendances. Donc ici, je vais le faire facilement comme ça. Set stratégie égale new stratégie implémentation 1. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? C'est comme si je dis contexte. Maintenant, on va utiliser la stratégie implémentation 1. J'effectue la stratégie. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, vous voyez donc ici, mon algorithme, il fonctionne, mais en utilisant la stratégie 1. À un autre instant donné, je peux changer, je peux lui dire .set stratégie, new stratégie implémentation 2. Et je dis encore contexte.effectuer stratégie. Effectuer opération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que
Ça, c'est la notion interchangeable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il exécute. Vous voyez, donc ici, j'exécute opération en utilisant la stratégie numéro un. Ici, j'exécute la même opération du même objet, contexte, mais en utilisant la stratégie numéro 2. Et ainsi de suite. Donc si je lui donne stratégie numéro 3, il va changer. Contexte.set, stratégie numéro 3. Et je lui dis encore contexte. Vous voyez, donc c'est comme si là, vous disiez tout à l'heure, vous prenez ici, vous prenez un stylo. Vous prenez un stylo vert, vous écrivez. Et ici, vous échangez le stylo. Vous prenez un autre stylo bleu et vous oubliez le stylo vert. Donc ici, et vous commencez à écrire. Donc ça, c'est la notion interchangeable. C'est-à-dire, à n'importe quel moment donné, je peux changer cette stratégie avec l'autre. Point stratégie implémentation, new. Stratégie, c'est déjà fait. Donc je vais utiliser donc opération, effectue opération. Et là, j'ai stratégie 3. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Oui, monsieur. Alors, vous pouvez dire que ici, Oui. dans la classe contexte, vous avez maintenant appliqué le pattern stratégie. Alors maintenant, généralement, dans le pattern stratégie, on peut définir ce qu'on appelle une stratégie par défaut. C'est-à-dire, vous prenez l'une des stratégies là, et vous dites tout simplement default stratégie. Default stratégie implémentation. C'est l'implémentation par défaut. Si vous dites ici la default stratégie, donc la stratégie par défaut. Alors maintenant, dans le pattern stratégie ici, la stratégie par défaut, on peut l'initialiser comme ça ici. Égale new default stratégie. Bon, c'est mal écrit, mais alors ici default stratégie. Je renomme le fichier. Ici dans le contexte, on peut initialiser ça avec new default stratégie. Ça, c'est permis dans le pattern stratégie. Même si vous utilisez ici new, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ici, c'est une interface. Là, vous lui affectez une valeur par défaut. Donc, c'est-à-dire que dans mon application, si jamais je crée l'objet contexte et je ne définis aucune stratégie, si je fais ici contexte.effectue opération, alors ici, il va utiliser quelle stratégie à ce niveau-là? Par défaut. Voilà. Vous voyez donc au début, il a utilisé la stratégie par défaut. Parce que je n'ai pas affecté une stratégie quelconque. C'est clair? Alors ça, c'est... Si on utilise le polymorphisme avec l'héritage. Comment? Si on utilise le polymorphisme. Mais c'est ça le polymorphisme. Alors regardez. Quand C'est la vous- même chose. Ben oui, c'est ça. Regarde, stratégie.opération, c'est quoi ça? Tu appelles la méthode d'une interface. Non, mais avec l'héritage. Mais c'est la même chose, parce que implémenter une interface, c'est-à-dire héritage, à quel sens? Dans quel sens? Ici. Bah, au lieu d'utiliser une interface, On tu peux crée, créer par une classe exemple, abstraite. Oui, voilà, exactement. Ben oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une interface, tu peux créer une classe abstraite. Et au lieu Classe d'utiliser abstraite, ici implement, tu utilises extend. Extend, oui. C'est la même chose, sauf que quand tu as quand tu as une classe abstraite qui contient que des méthodes abstraites, ben c'est ça une interface. Une interface, oui.
Donc, c'est-à-dire que l'interface, ici, il peut être utilisé. Mais quand est-ce qu'on va utiliser une classe à la place de l'interface? Parce que votre collègue, il dit ça. Ça va marcher également si vous mettez abstract class au lieu de interface. Vous créez une classe abstraite. Et là, vous mettez ici, il faut ajouter la méthode, le mot-clé abstract avec public. Abstract. Alors ici, public abstract class, il y a un S qui manque. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est une classe abstraite qui contient une seule méthode abstraite. Et ici, au lieu d'utiliser implements, on va utiliser extends. Quand on hérite d'une classe abstraite, on est obligé de redéfinir les méthodes abstraites. Alors votre application, ça va marcher également. C'est-à-dire que généralement, quand vous voyez dans les design patterns, alors ici, la default strategy, donc ça c'est extend. Alors dans les design patterns, quand vous voyez une interface, on peut la remplacer par une classe abstraite. Sauf que, généralement, c'est quand vous avez une classe abstraite, qui contient que des méthodes abstraites, comme ça, ben, il vaudrait mieux la définir comme étant une interface. Pourquoi? Parce que si, par exemple, maintenant vous voyez ici, si vous avez défini stratégie comme étant une classe abstraite, alors la classe stratégie implémentation hérite de la classe stratégie. Supposons votre stratégie, vous voulez hériter d'une autre classe. Il n'y a pas d'héritage multiple. Alors là, vous savez, dans Java, il n'y a pas d'héritage multiple. C'est-à-dire, je peux pas, par exemple, supposons que stratégie implémentation 1, je voudrais qu'il hérite d'une autre stratégie. Il faut faire extend. Mais là, du moment que vous avez extend, je ne peux pas hériter de plusieurs classes. Je ne peux pas mettre virgule, etc. Et là, c'est pas bon, parce que là, vous avez utilisé une classe abstraite d'une manière non justifiée. Donc, quand vous avez ici une interface, ok, vous avez une interface, c'est beaucoup mieux. Interface. Si vous mettez interface, déjà, vous n'avez pas besoin de mettre abstract. Vous n'avez pas besoin de mettre public, parce que c'est la même chose. Toutes les méthodes d'une interface sont publiques. Sauf que ici, au lieu d'utiliser extend, vous allez utiliser implements. Implements. Est-ce que vous me suivez encore? Oui. Default stratégie. Alors, donc ici, default stratégie aussi, très bien. Alors ici, on va utiliser implements. Bon, là, ça marche. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que de toute façon, supposons que maintenant, vous dites, en fait, stratégie 1 hérite de default stratégie, extend. Je peux ajouter extend default stratégie. Ou là, une autre classe qui n'a rien à voir. Et qui implémente l'interface et l'interface stratégie. Ici, donc, je peux utiliser opération stratégie. Je vais utiliser super point opération stratégie. C'est-à-dire quand j'appelle opération stratégie de la stratégie numéro 1, Oui, monsieur. j'appelle d'abord stratégie de quoi? C'est quoi super? C'est de default stratégie. Et ensuite, je vais ajouter ça. Donc, vous voyez, donc ici, donc, j'exploite une stratégie auparavant. Alors maintenant, si je vois ici, quand j'appelle stratégie numéro 1, ici, supposons j'applique que la stratégie numéro 1,
effectue opération, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il fait. Il applique d'abord des fausses stratégies, ce qu'on hérite par défaut, et ensuite il ajoute la particularité de la stratégie numéro un. Donc, c'est-à-dire le fait d'implémenter une interface, ça laisse la possibilité aux stratégies, les implémentations les différentes stratégies, d'hériter d'une autre classe dans laquelle on peut peut-être avoir. Mais ici, on n'a pas besoin. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on utilise des patterns alors qu'il y a des frameworks qui font tout ça. C'est parce que... c'est parce que... Alors ta question, c'est-à-dire, il est bien placé. Alors pourquoi on utilise les design patterns alors qu'il y a des frameworks? Mais les frameworks, c'est qui les a créés? Le développeur. Ben, le développeur, pour qu'il puisse créer des frameworks, il doit apprendre. Oui, il les a utilisés. Donc, nous, on doit se séparer Mais du le code problème, mais les frameworks, c'est technique. Tu peux pas, le framework, c'est-à-dire le framework, par exemple, tu peux utiliser GPA, c'est le mapping objet relationnel. Bon, pour le mapping objet relationnel, tu n'as pas besoin d'utiliser stratégie parce que le pattern Spring Data, lui, il utilise déjà ces patterns, il n'y a pas de problème. La couche web, tu utilises Spring MVC, donc il te donne un framework qui fait ça. Mais quand tu arrives à ta couche métier, la couche métier, d'accord? Dans la couche métier, il n'y a pas de framework. Ah, donc, Dans la couche métier, c'est à toi d'écrire ton code métier. Mais ton code métier, si tu ne connais pas les patterns, bah, tu vas tomber dans ces problèmes. Tu vas commencer à écrire ton code métier de façon if, else, if. Est-ce que tu as compris? oui, j'ai compris. Donc, les frameworks, c'est pour les couches techniques. La sécurité, l'accès aux données, le mapping objet relationnel, la partie web, la partie, etc., etc. Mais le développeur, lui, il doit se concentrer sur le code métier. Mais quand vous écrivez la couche métier de votre application, si tu veux développer un jeu, tu ne trouveras pas un framework qui va te donner le jeu. Ben, c'est à toi d'écrire le code métier de ton jeu. Et dans ce cas-là, si tu ne connais pas les design patterns, c'est très difficile de s'en sortir. Parce que tu vas faire une application de mauvaise qualité. Monsieur, une autre question, monsieur. Oui. Oui, alors j'entends pas. Ta voix, elle est coupée. Alors, on Vous entend. m'entendez? Oui, maintenant je t'entends. Alors, je disais, imaginons que vous faites une quatrième implémentation de votre stratégie Oui. et que vous voulez l'exécuter. Oui. Alors maintenant, on arrive à quelque chose qui vous taraude encore dans votre cerveau. Maintenant, mon application, c'est pas comme ça en réalité qu'on va faire. On va pas faire 7, 7, 7. Regardez ce qu'on va faire. Supposons notre application, on va demander à l'utilisateur parce qu'il y a une interface. On va carrément demander à l'utilisateur de choisir la stratégie. OK? C'est-à-dire, supposons je suis dans une boucle, je fais quelque chose comme ça, while true. OK? While true, je vais demander à l'utilisateur system.out.print, c'est l'utilisateur qui va choisir quelle stratégie. OK? Alors, donner la stratégie. Quelle stratégie? Quelle stratégie? Alors, on va créer un objet de la classe scanner pour faire quelque chose de plus simple. Scanner égale new scanner parce qu'on va lire des données au clavier. System.in. Et après, on va dire voilà, string stratégie égale à quoi? Égale scanner point next line.
Je demande à l'utilisateur de saisir la stratégie. OK? Maintenant, c'est au moment de l'exécution que l'utilisateur, dans son interface, il va choisir quelle stratégie. Maintenant, je dois instancier cette stratégie-là. Supposons il va me taper le nom de la classe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser l'instanciation dynamique au lieu de faire new. OK? Je vais déclarer un objet de type stratégie. Stratégie classe. Je pense qu'on doit déclarer en dehors de la boucle. Là, il n'y a pas de problème. Stratégie, je déclare. Bon, on peut le déclarer si vous voulez. Alors, stratégie égale à quoi? Égale classe. Vous vous rappelez, pour charger une classe en mémoire dynamiquement, on utilise for name. Stratégie classe. Alors, ici, donc, stratégie class name. Et je vais lui demander de faire new instance. Et là, je fais un cast vers stratégie. Là, c'est une affaire des exceptions. Je fais try catch ou bien throws. Class not found exception. Alors ici, je fais plutôt exception. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Je demande à l'utilisateur, donne-moi le nom de la classe. Supposons que l'utilisateur lui-même, il a développé sa propre classe qu'il a appelée XX stratégie numéro 25. Donc, quand il va, quand l'application va lui demander, donne-moi la stratégie, il va taper le nom de sa classe qu'il a créée lui-même. Et après, on va charger cette classe en mémoire. Une fois qu'on va la charger en mémoire, on va créer une instance avec new instance. Ça, c'est l'instanciation dynamique. Et là, parce qu'en fait, new instance, il retourne un objet de type object, donc je fais un cast vers l'objet stratégie. Et après, je vais utiliser mon objet maintenant contexte. .set. Quelle est la stratégie que je vais utiliser? C'est stratégie. Et après, j'applique maintenant. Je dis contexte. Effectue-moi l'opération. Monsieur, mais je pense qu'on doit déclarer stratégie en dehors de la boucle. Sinon, on va créer plusieurs instances. Oh, c'est pas, ça, c'est des variables locales. Quand vous êtes dans ça, c'est pas plusieurs instances. De toute façon, quels que soient les cas, on crée plusieurs instances. On peut déclarer une variable, sa stratégie d'une manière générale. Vous pouvez le faire comme ça. Et après, ici, vous utilisez stratégie égale à ça. Oui, Oui, c'est ça. vous pouvez le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on crée une instance. Chaque fois que vous faites new instance, vous créez une nouvelle. Voilà. Alors après, on peut améliorer le code. Mais là, je suis juste en train de vous expliquer, de répondre à sa question. Alors ici, stratégie, on fait ça. Alors, on va exécuter ça. Et on va regarder ce que ça va donner. J'exécute mon application. Regardez, l'utilisateur, il a une interface. Il lui dit, voilà. Alors, c'est à toi de décider. L'application, il va jouer avec quelle stratégie? Bah là, il va falloir taper on est obligé de taper le nom de la classe bien écrite avec le nom avec le package. Ici, donc, par défaut, le package que j'ai utilisé, org example. Donc, je demande à l'application, voilà, tu vas exécuter org example. La classe s'appelle stratégie. Implémentation 1. C'est bien écrit? Parce que sinon, il va nous afficher une exception. OK. Regardez. Il a exécuté opération, mais en utilisant quelle stratégie? Numéro 1. Maintenant, il te demande encore, parce que c'est une boucle. Maintenant, quelle stratégie maintenant que tu veux? Bah, je vais lui dire, je vais prendre ça. Je vais lui dire, voilà. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL C.
De toute façon, je suis obligé d'arrêter l'application. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête. L'application, je la réexécute. Alors, quelle stratégie? Je vais utiliser, comment il s'appelle le package? Org example point stratégie implémentation 1. Bien. Après, il me donne quelle stratégie. Je lui dis, cette fois-ci, tu vas utiliser org.example.stratégie implémentation 2. Vous voyez, donc il exécute le... Et après, je lui donne, etc. Je lui dis, je veux default stratégie. org.example.default stratégie. Vous voyez, donc class not found exception, parce que j'ai mal écrit ça. Default stratégie. Default stratégie implémentation. Implementation, oui. Oui. Alors ici, donc, j'ai pas géré les exceptions, etc. Bon, c'est juste pour vous montrer. Alors ici, donc, org.example.stratégie implémentation. Voilà, default stratégie implémentation, etc. Etc. Maintenant, s'il y a une nouvelle, vous voyez donc l'interface, comme je vous disais, comme par exemple dans le logiciel Word, si l'utilisateur, quand il choisit Open, il va sélectionner le fichier. C'est quand on sélectionne le fichier, on détecte quelle extension. Et quand je détecte quelle extension, eh bien, je vais charger une application et une stratégie. D'accord? Une stratégie. Supposons que là, généralement, on s'arrange un peu à... Supposons, je sais que toutes les stratégies commencent par stratégie implémentation. Alors, dans ce cas-là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire ça, je vais lui dire quelle stratégie utiliser. Donc là, directement, stratégie. Stratégie. Stratégie, str. Et ici, donc, je vais utiliser, je suppose que toutes les stratégies se trouvent dans quel package? org.example. OK? Plus, je sais que toutes les stratégies commencent par stratégie, implémentation. Et il se termine par quoi? Par plus ce qui a été saisi par l'utilisateur. Plus str. Alors, dans ce cas-là... Sauf le default. Sauf pour le default, ça va pas marcher. Donc, c'est pour cela que je vous disais, maintenant, dans les logiciels, on essaie de choisir, c'est-à-dire voilà, on fait des choses comme ça. Alors, par exemple, dans ce cas-là, l'utilisateur, il va juste taper 1. Ouais, quand il va taper 1, vous voyez, donc j'ai utilisé quelle stratégie? Implémentation 1. Stratégie 2. Il utilise stratégie 3. Stratégie 1. Stratégie 2. Et ça, c'est un peu quelque chose de très important dans l'ingénierie logicielle. C'est qu'en fait, l'objet, il va échanger. Donc, il utilise la première version. À un autre moment donné, il va switcher vers une autre version. D'accord, monsieur, c'est clair, monsieur. Alors, c'est ça le premier pattern qu'il faut comprendre. Donnez-lui assez de temps pour comprendre la base. Parce que ça va vous ramener, encore revenir sur la base de l'orienté objet. Et ça va vous permettre un petit peu de toucher un peu des éléments de base. Bon, ici, bon, ça c'est juste new instance. Vous comprenez ici que on utilise le constructeur par défaut. Alors, ici, le constructeur par défaut, c'est dans les nouvelles versions de Java, il est deprecated.
Tout simplement parce que on préfère utiliser c'est-à-dire euh, plutôt un constructeur avec paramètres. C'est pour cela, au lieu d'utiliser ça, vous voyez donc, au lieu d'utiliser le setter, set. Parce que ça, c'est quoi? Je suis en train de faire l'injection en utilisant quelle méthode? C'est set. Le setter. C'est avec ça que j'injecte. Au lieu de faire l'injection via le setter, c'est ce que d'ailleurs Spring va préférer. Il ne va pas utiliser le setter, il va vous dire, donc on préfère utiliser, hop, je supprime le setter, et on va créer un constructeur avec paramètres. Donc ici, ajouter au constructeur. Vous avez un constructeur de contexte. Ah non, ça c'est mauvais, hein, c'est pas bon. Parce que quand vous injectez via le constructeur, ça veut dire que la stratégie ne doit pas changer. Non, je corrige. La stratégie, dans le pattern stratégie, donc pour injecter la stratégie, c'est toujours, il faut passer via le setter. CTRL Z. Voilà. Tu peux utiliser les annotations, ça va pas marcher. Non, mais ici, donc, ici, il n'y a pas de framework. Si tu veux maintenant, c'est à toi de créer tes propres annotations, de les utiliser, mais là, tu es en train ça n'a rien à voir avec les patterns. D'accord. Mais si par exemple ton application dans Spring, là, vous utilisez les annotations Spring pour faire l'injection des dépendances. Mais ici, regarde, notre application ici, c'est une simple application Java. On est en train de faire l'injection des dépendances de notre propre façon. Vous voyez, c'est de l'injection des dépendances. Et après, pour ne pas utiliser new instance, on va utiliser une autre façon de faire. C'est d'utiliser plutôt d'utiliser au lieu de new instance, il faut utiliser le constructeur. Je pense get constructor. Oui. Il faut spécifier quel constructeur vous voulez instancier, parce que new instance par défaut il utilise le constructeur par défaut. Et avec ça vous utilisez le constructeur avec quel paramètre. Par exemple, supposons vous avez strategy.class.newInstance. Alors ça c'est, il préfère utiliser ça. Par exemple, si vous faites ça dans l'instanciation dynamique, c'est que vous lui dites je veux instancier cette classe mais en utilisant le constructeur. Quel constructeur? Qui reçoit un paramètre de quel type? De type stratégie. Et après dans new instance vous lui donnez l'objet stratégie. Alors ici on l'a pas déclaré avant. L'objet, non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça c'est new instance la strat. Non. On peut utiliser constructeur avec paramètres et on sait. Non, mais ici on est en train d'instancier les stratégies. Donc ici on est obligé d'utiliser le constructeur sans paramètre. Ici get constructor.newInstance tout simplement. C'est-à-dire parce que mes stratégies ici, j'utilise le constructeur par défaut. Donc pour le pattern stratégie, généralement c'est ce qui est utilisé. Donc juste au lieu d'utiliser new instance directement, vous faites get constructor. Quel constructeur? Et c'est pas sans paramètre, et vous mettez new instance. Là c'est mieux. La stratégie numéro 1, ça marche. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà, alors ça c'est le pattern, ça c'est le design pattern stratégie. Alors maintenant, le pattern stratégie, son objectif, donc en résumé, donc c'est ça. Donc, définir une famille d'algorithmes, encapsuler chacun, rendre ces algorithmes interchangeables en assurant que l'algorithme puisse évoluer indépendamment des clients qui les utilisent. Donc c'est ce que nous avons expliqué. La raison.
Un objet doit pouvoir... Quand est-ce qu'on utilise le pattern stratégie? Quand un objet doit pouvoir varier une partie de son algorithme dynamiquement. C'est exactement ce que nous avons fait ici. Alors ici, donc, nous avons un objet qui est l'objet contexte. Regardez, il y a un algorithme. Mais il y a une partie de cet algorithme, c'est cette partie-là. Donc pour cette partie-là, c'est toujours la même. D'accord? Mais cette partie-là, il va changer dynamiquement. Dynamiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un instant donné, je vais utiliser cette stratégie, cette version. Dans un autre instant donné, j'utilise cette version. Et dans un autre instant donné, j'utilise cette version. Vous voyez donc, il y a une partie de l'algorithme qui change dynamiquement. C'est-à-dire au moment de l'exécution de l'application, vous avez une partie de l'algorithme qui change de stratégie. C'est important à comprendre. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Alors, le résultat, le design pattern permet d'isoler les algorithmes appartenant à une même famille d'algorithmes. Isoler, c'est-à-dire chaque algorithme, chaque stratégie, il est dans une classe séparée. Alors faites attention, l'une des erreurs que vous commettez souvent, c'est que dans le pattern stratégie, l'interface, il y a une seule méthode, une seule. Si vous mettez deux méthodes, ce n'est plus le pattern stratégie, c'est autre chose. Autre chose, c'est que, bien sûr, la classe, il dépend de l'interface stratégie, donc c'est ce que nous avons dit. Alors, maintenant, il faut quand même, le pattern, c'est quoi c'est-à-dire l'inconvénient? Je ne sais plus où est-ce qu'il est. J'ai fermé le PowerPoint. L'explosion des implémentations. Oui, l'explosion le nombre de classes devient importante. Ah, donc ici, il a quitté subitement. Donc l'inconvénient, je ne l'ai pas décrit ici. Exemple d'implémentation, il y a un exercice qu'on va faire la semaine prochaine, que vous allez voir dans le support. Ouais, donc l'histoire de personnages avec le comportement, combattre avec le poignet, avec le arc et flèche, etc. Alors l'inconvénient, c'est comme vous le voyez ici, généralement vous avez, chaque stratégie, il faut une classe. Et ça, c'est vraiment, c'est pas un grand problème dans le développement. Le fait d'avoir plusieurs classes qui contiennent une seule méthode, c'est plutôt un avantage. Mais en mémoire, il y a beaucoup d'objets qui se créent. C'est-à-dire, comme vous le voyez là dans l'application, à chaque fois qu'on veut effectuer l'opération, on va ici, on va définir, donc on va instancier plusieurs objets stratégiques. Alors ici, bon, ce qu'on a fait là, c'est pas forcément la meilleure implémentation, parce que vous remarquez une chose ici, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis dans une boucle. Il crée, à chaque fois que je lui donne, il va me créer une stratégie. Supposons, je lui donne la même stratégie que j'ai donnée auparavant. Regardez, je lui donne la stratégie 1. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un objet de quelle classe? De la classe stratégie implémentation 1. Il l'a utilisé. Et je lui donne encore, quelle stratégie? 1. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a créé un autre objet de la même classe, stratégie implémentation 1. Donc finalement, dans la mémoire, il y a combien d'objets qui ont été créés? 2. Mais si deux objets, c'est identique, c'est la même chose. Alors, maintenant, dans votre application, il faut encore utiliser des techniques qui font que pour éviter de créer plusieurs instances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on peut, généralement, vous avez un cache mémoire, par exemple un objet map, dans lequel vous mettez string, par exemple.
string stratégie. Stratégie. Alors ici, stratégie map égale new hmap. Alors là, maintenant, je crée une collection mémoire. Et qu'est-ce que je fais quand j'instancie avant d'instancier une stratégie, je vais d'abord vérifier dans le map if. Je vais d'abord définir l'objet stratégie directement ici. Alors là maintenant on a plus intérêt à déclarer l'objet stratégie avant, comme votre collègue l'a précisé tout à l'heure. Stratégie, la variable, et je vais dire stratégie à quoi est égal. Égal directement, je vais chercher d'abord dans la collection stratégie map .get str. Je vais regarder est-ce que cette stratégie existe. C'est un objet de type str. S'il est égal à nul, if stratégie égale à nul. Alors égal à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le map, il n'y a pas encore un objet de ce type stratégie qui a été saisi par l'utilisateur. Dans ce cas-là, on fait ça. C'est à ce moment-là que je vais instancier la stratégie. Comme ça. Je vais l'instancier, c'est-à-dire s'il n'existe pas déjà auparavant, si c'est un objet qui n'est pas instancié, s'il ne se trouve pas dans le cache mémoire, je vais l'instancier et je l'ajoute au cache mémoire. C'est-à-dire je vais utiliser stratégie map.put str la clé et la valeur c'est quoi? C'est l'objet stratégie. Put alors ici c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas stratégie, ici c'est str, string. C'est-à-dire la clé c'est string, c'est-à-dire ce qui a été saisi par l'utilisateur, ou 1 ou la 2 ou la 3, et la valeur c'est l'objet stratégie. Donc je le cache dans la mémoire, je le mets dans le map. Et comme ça la prochaine fois si l'utilisateur donne le même, ben on va pas faire ça. Ben, il trouve déjà l'objet dans le stratégie. Donc ça nous évite de créer beaucoup d'objets inutilement. Bon, ça c'est encore, mais ça n'a rien à voir avec le pattern stratégie. Maintenant, c'est les techniques de programmation classiques. Pour éviter de créer plusieurs instances. Alors ici, donc, je lui donne stratégie 1. Alors juste, pour faire la différence, ici, on crée une nouvelle stratégie, ici. System.out.println création d'un nouvel objet de quelle stratégie? Celle-là. Stratégie implémentation plus str. Alors ici donc si on voit l'exécution, si je lui donne 1, regardez, et là il me dit création, parce que là il va créer d'abord l'objet, et il va l'utiliser, il va le stocker dans le cache mémoire, et après il va l'injecter dans le contexte, et on l'utilise. Mais si supposons je lui donne encore 1, regardez, il applique la stratégie, mais il ne crée pas, il ne va pas créer un nouvel objet. Pourquoi? Parce que il trouve déjà la stratégie qu'on veut, on la trouve déjà dans le cache, dans le map, dans le cache mémoire. En fait, maintenant, là, on est en train de faire à peu près ce que Spring fait pour votre application. Parce que Spring, quand il crée une instance, il la place dans le cache mémoire, et quand vous lui dites d'injecter, il ne va pas créer une nouvelle instance. Il va vers le cache, il récupère l'instance, ben, il l'injecte. C'est pour éviter, vous voyez donc ici. Mais par contre, si je lui donne 2, ben, il trouve que 2 n'existe pas dans le cache mémoire. Ben, il crée une nouvelle. Mais si je lui demande maintenant 2,
eh ben, il l'utilise, mais il ne crée pas une autre. 2, il n'y a pas de création. 1, pas de création. 3, une nouvelle. Alors bon, c'est juste maintenant vous avez une petite application. Ça, c'est vraiment de l'orienter objet. Mais je vous conseille de prendre le temps de réimplémenter cet exemple-là. C'est un prérequis important pour la séance prochaine. Et comme ça, la séance prochaine, on commence par des questions, si vous avez des questions d'implémentation, si vous avez des questions à poser, mais ça va vous permettre de comprendre facilement les patterns qui viendront. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que vous êtes en vie? Bon, Oui, monsieur. alors, on arrête le cours, donc c'est quasiment, on a dépassé le temps. Voilà, donc je partagerai avec vous sur Classroom le cours bientôt et je vous laisserai le code du cours et vous pouvez accéder donc voilà, au cours. Voilà, n'hésitez pas de suivre le cours et le réécouter et de l'implémenter, d'exécuter. Et comme ça, donc la prochaine fois, ça devient plus simple, vraiment. Parce que vous voyez ici, il n'y a pas de Spring, il n'y a pas de framework. Quand on fait du design pattern, on oublie un petit peu les frameworks. Là, vraiment, on revient à l'orienter objet. Et c'est ce qui est très important, les entretiens d'embauche. Les gens, ils vont pas vous poser des questions selon les frameworks, mais plutôt, ils vont vous dire, voilà, tiens, le pattern tel, pourquoi ça? Pourquoi abstract, classe abstract, interface, pourquoi une interface? Vous voyez, donc, les questions que vous êtes en train de poser, c'est des choses que vous avez fait l'année dernière, mais c'est maintenant que vous allez commencer en fait, à bien maturiser, si ça se dit, un peu, on va dire, vos connaissances. Voilà, bonne soirée.